Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. On va voir ensemble comment on passe d'une simple goutte d'eau à la lumière qui s'allume chez soi. On a tous déjà vu des images comme ça, un lac artificiel immense, une vraie mer intérieure coincée entre des montagnes. C'est la puissance de la nature, maîtrisée par l'homme. Mais la vraie question, elle est invisible. Comment est-ce que toute cette masse d'eau, si calme en apparence, se transforme en l'électricité qu'on utilise tous les jours? Pour comprendre, il faut revenir à la base. Tout commence avec un concept de physique assez simple, mais super puissant, l'énergie potentielle. C'est vraiment le secret qui est caché dans ces immenses lacs de retenue. L'énergie potentielle, en fait, c'est l'énergie qu'un objet stocke juste à cause de sa hauteur. Pensez à un caillou en haut d'une falaise. Eh bien, l'eau retenue tout en haut du barrage, c'est exactement pareil. Le point crucial à retenir, c'est que plus ce barrage est haut, plus l'énergie stockée est grande. En hydroélectricité, on peut dire que la hauteur, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et voilà l'outil qui permet de créer ce stock d'énergie, le barrage. Son rôle, c'est tout simple, bloquer une rivière pour accumuler une quantité phénoménale d'eau. Il transforme une vallée entière en une sorte de batterie géante, une batterie à eau, prête à être utilisée quand on en a besoin. Bon, maintenant qu'on a stocké toute cette énergie, il va bien falloir la libérer. C'est là qu'on passe à l'action, au moment où tout ce potentiel se transforme en mouvement. C'est l'heure du grand plongeon. Quand il y a un pic de demande d'électricité, hop, on ouvre les vannes. L'eau, attirée par la gravité, s'engouffre alors dans ce qu'on appelle une conduite forcée. C'est un énorme tuyau qui la guide vers la centrale, souvent située des centaines de mètres plus bas. Et pendant cette descente vertigineuse, l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie du mouvement. L'eau prend une vitesse folle. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une centrale est plus puissante qu'une autre? En fait, la réponse est assez simple. Tout repose sur deux facteurs clés. D'abord, la hauteur de la chute, on vient d'en parler, et ensuite le débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qui passe chaque seconde. L'équation est facile à comprendre. Une grande hauteur et un gros débit, c'est le combo gagnant pour un maximum de puissance. On arrive maintenant dans la salle des machines. C'est vraiment le cœur battant de toute l'installation. C'est ici que la force brute de l'eau va enfin être convertie en une énergie qu'on peut utiliser au quotidien, l'électricité. Et voici la pièce maîtresse du système, le groupe turbine alternateur. Il faut imaginer l'eau qui arrive ici avec une pression colossale après sa chute. Elle vient frapper les pales de la turbine, un peu comme le vent sur une éolienne, et la fait tourner à une vitesse incroyable. La conversion, elle, se fait en deux étapes très claires. D'abord, la force de l'eau fait tourner la turbine. Là, on transforme l'énergie de mouvement de l'eau en énergie mécanique. Ensuite, cette turbine est connectée par un axe à un alternateur. En tournant, elle l'entraîne avec elle, et c'est cet alternateur qui va, lui, produire l'électricité. Alors, comment ça marche un alternateur? C'est fascinant. Pensez à une dynamo de vélo, mais en version XXL. À l'intérieur, on a une partie mobile, le rotor, qui est couvert d'électroaimants. Il tourne à toute vitesse à l'intérieur d'une structure fixe, le stator, qui lui est tapissé de bobines de cuivre. C'est ce mouvement des aimants près du cuivre qui met les électrons en mouvement et qui, au final, crée un courant électrique. On pourrait penser que toutes les centrales hydroélectriques se ressemblent, mais en fait, c'est tout le contraire. Chaque installation est une véritable prouesse d'ingénierie conçue sur mesure pour s'adapter parfaitement au terrain et au type de cours d'eau. Ce tableau le montre très bien. Par exemple, les centrales dites au fil de l'eau sont sur de grands fleuves et utilisent le débit constant avec une faible hauteur de chute. Les centrales déclusées, elles, sont plutôt en moyenne montagne. Elles permettent de stocker un peu d'eau pour gérer les pics de consommation de la journée. Et enfin, on a les centrales de lac en haute montagne avec des réservoirs énormes qui permettent un stockage sur toute une saison. Et bien sûr, à chaque type de centrale correspond une turbine bien spécifique. Le choix n'est jamais fait au hasard. Par exemple, une turbine Kaplan est idéale pour les grands débits et les faibles chutes des fleuves. À l'opposé, une turbine Pelton, c'est la reine de la haute montagne. Elle est conçue pour résister à la pression incroyable des très hautes chutes d'eau. L'adaptation va même jusqu'à la forme du barrage lui-même. Le barrage poids, comme son nom l'indique, c'est une masse de béton colossale qui résiste à la pression par son propre poids. Le barrage voûte, lui, est beaucoup plus fin, plus élégant. Sa forme courbée reporte la force de l'eau sur les côtés de la montagne. C'est une solution géniale pour les vallées étroites et solides. Il y a aussi une catégorie un peu spéciale de centrales, les steppes. Leur particularité, elles sont réversibles. C'est-à-dire que pendant la nuit, quand il y a trop d'électricité sur le réseau et qu'elle n'est pas chère, elles utilisent cette électricité pour remonter l'eau. Elles la pompent du bassin du bas vers le réservoir du haut. En gros, elles rechargent la batterie pour pouvoir produire à nouveau le lendemain. C'est super malin. Bien sûr, aucune technologie n'est parfaite et l'hydroélectricité a aussi ses défauts. C'est important de regarder les deux côtés de la médaille pour bien comprendre sa place dans l'entreproduction d'énergie. Du côté des avantages, c'est clair. C'est une énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Elle est aussi très fiable et super flexible pour répondre aux pics de demande. Mais de l'autre côté, les inconvénients sont sérieux.
Construire un barrage, ça bouleverse complètement les écosystèmes. Le coût de construction est gigantesque et bien sûr, tout ça dépend de la pluie et de la neige. Sans oublier l'impact sur le paysage et parfois sur les populations qui doivent être déplacées. Alors pour conclure, est-ce que l'hydroélectricité, cette énergie à la fois très ancienne et hyper moderne, est la solution pour notre avenir énergétique? C'est une question compliquée. Elle nous force à réfléchir à l'équilibre qu'on doit trouver entre notre soif d'énergie et la nécessité absolue de protéger notre environnement.